aussi de défendre vos amis bec et ongle, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Non, mais non. Bah, souvenez-vous de votre soutien de Bernard Kouchner, par exemple, qui a quand même touché de l'argent de Bongo, quoi. Écoutez, on va pas tout mélanger. Ouais. Je suis venu parler d'Althusser, on peut parler de Kouchner si vous voulez. Là encore, je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire. Je ne défends pas mes amis bec et ongle. Ça s'appellerait la mafia. C'est pas vrai, je défends des principes. Le principe, c'est qu'un homme dont on ne sait pas encore s'il est coupable ou innocent, on ne peut pas le promener, menotter, le montrer sur toutes les chaînes de télévision dans une situation d'humiliation extrême, comme une espèce de supplice moderne, sous prétexte qu'il est le patron du FMI. Je trouve cela dégueulasse. Mais je trouve la façon dont on montre beaucoup de petits délinquants aussi comme ça. Je veux dire, dans la presse américaine, on les voit aussi avec premièrement, les petits délinquants. Non, les petits délinquants. Ils sont pas connus, mais ils ont les menottes. Les petits délinquants pas connus, ils font pas la une du Daily News et du New York Post. Parfois, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Non, ils font pas la une des journaux télévisés et il n'y a pas des débats comme on a pu en voir. Attendez, comme on a pu en voir, puisque vous voulez parler de ça, alors on en parle. La façon dont certains se sont érigés en tribunal populaire permanent, faisant les justiciers du dimanche dans certaines émissions, et avec quelque chose d'odieux, on n'a pas le droit de faire ça. Quand quelqu'un est dans la situation où est Strauss-Kahn, on verra. Moi, je pense que dans cette affaire, il y a une victime. C'est cette dame. Si elle a été violée, c'est horrible. Et le viol est un crime inexplicable. Mais il y en a peut-être une deuxième victime. Tout le monde ne l'a pas dit parmi ceux qui défendaient Strauss-Kahn. Je sais que vous l'avez dit, j'ai remarqué. Moi, je l'ai dit, je vous le répète évidemment. Vous connaissez son nom? Bien sûr, Madame Diallo, oui, bien sûr que je connais son nom. Parce qu'on a l'impression qu'elle a été complètement oubliée dans cette affaire. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de visage, elle a un nom. Mais elle a été oubliée par tous les défenseurs de Strauss-Kahn. Oui, mais moi j'aurais voulu qu'on oublie Strauss-Kahn un peu plus, c'est-à-dire qu'on ne présente pas ces images de marche, de montée au supplice, parce que c'est un supplice médiatique, donc un supplice quand même. Comme Robert Badinter l'a dit, c'est une espèce de mise à mort. Y compris sur les télévisions françaises qui, en principe, comme vous savez, n'ont pas le droit de montrer ce genre d'image. Parlons maintenant, par exemple, La victime, c'est Strauss-Kahn, d'ores et déjà. Il est d'ores et déjà victime de cette espèce de cirque infernal dont il a été Alors, il n'y a pas de victime. De Time Magazine. Il y a une ou l'autre. Si Madame Diallo a été violée, c'est une victime. Si la justice conclut qu'elle ne l'a pas été, il y a une victime aussi. Et quelle victime? C'est Dominique Strauss-Kahn. Bon, alors, vous parliez du... Et c'est ça dont je parle. Vous parliez de défendre des principes. Mais vous parliez des médias français, vous l'avez bien fait d'ailleurs. En même temps, les médias américains, ils y vont. Je pense au plus grand hebdomadaire du monde. Hein. C'est un hebdomadaire qui fait référence, Time Magazine, vous avez vu la une. C'est la une du prochain numéro. Sexe, mensonge, arrogance. Pourquoi les hommes importants se comportent comme des porcs? Voilà, c'est ça la une. La une de Time Magazine, il y a un porc. Voilà. Alors, attendez. Oui, d'accord. Enfin, on va pas faire. Vous savez, on va pas faire le procès de l'Amérique ici, évidemment. Alors tout ça, John Fitzgerald Kennedy, que je sache, il se comportait pas comme un bouquet de roses vivant. Ça, on peut pas dire. Bill Clinton. Oui. C'était des dragueurs effectivement un peu lourds. Mais en même temps, vous savez aussi qu'avec la justice américaine, que vous semblez contester, il y a une chose qui peut jouer pour votre ami, c'est coupable ou pas, de toute façon il s'en sortira parce qu'avec l'argent on s'en sort toujours aux États-Unis devant un tribunal. Mais j'en sais rien. Ou avant, disons. On trouve un arrangement et puis voilà, on n'en parle plus. On verra, non. Pour l'instant, je sais que en Amérique, on ne montre pas les photos de Ben Laden mort pour ne pas offenser les musulmans, c'est ça qu'on nous a dit. On nous montre les photos de Dominique Strauss-Kahn humilié, sans se demander si on offense sa famille. Enfin, en Amérique, on a montré les images de Nixon humilié, de Clinton humilié. D'ailleurs, ça ne l'a pas empêché de remporter des élections après. Non, cette mise en scène-là, cette violence, cette cruauté, cette volonté d'aller traquer sur le visage de cet homme, sous prétexte qu'en effet, parce que c'est ça l'histoire, il était l'un des hommes les plus puissants du monde derrière Barack Obama. Cette jouissance à le voir tomber Derrière Barack Obama, vous exagérez un peu, mais bon... Le patron du FMI, oui, bien sûr. Oui, je suis très surpris parce que j'ai pas le souvenir d'un jour où j'aurais été d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Depuis que je le connais, en fait. Je n'aime pas Dominique Strauss-Kahn, politiquement et en tant que personne. Je sais tout ce qu'on sait sur sa carrière et je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que
la façon dont cet homme a été traité aux États-Unis est simplement inqualifiable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais puisque vous avez, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, et peut-être il est coupable, et même vraisemblablement il est coupable, mais ça n'excuse pas la façon dont il a été traité. Et l'autre question qui est posée, je suis forcé de la poser à cause de cette présentation de Time, en fait. Je crois que quand vous dites que c'est l'un des ouvrages d'un des hebdomadaires de référence du monde, vous allez un peu loin. La presse américaine n'est plus ce qu'elle était. Donc, c'est lui qui a inventé le oui, c'est ça. magazine. Mais l'une des questions, pour les gens qui regardent, en fait, pour les Français qui regardent cette chose stupéfiante et une raison de leur désarroi, et l'une des questions qu'ils peuvent se poser, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être les Américains sont-ils des porcs? Vous voyez, compte tenu de la façon, je suis désolé, je suis complètement. Emmanuel, c'est pas du tout ce qu'on entend dans le métro. Non, mais juste un mot pour les deux. C'est pas du tout. Aujourd'hui, moi, je suis frappée. Et c'est pas sur le fond de l'affaire que je voudrais, et l'un et l'autre, vous le dire. Ce qu'on entend dans le métro, parce que les gens ne parlent que de ça, c'est précisément parce que Bernard-Henri Lévy a pris la défense. Et je ne conteste pas le fond, Bernard-Henri Lévy. Ce qu'on entend dans les conversations de métro, dans les conversations de bistrot, c'est les puissants se serrent les coudes. C'est ça qu'on entend, Emmanuel Todd. Non, mais je parlais. Attendez, depuis quand est-ce que la vérité sortirait tout armée des conversations de bistrot? Qu'est-ce que c'est que cet éloge J'ai pas dit que c'était la vérité. Bon, voilà. Les conversations de bistrot, il leur arrive de dire la vérité et il leur arrive aussi d'être le réceptacle des pires bêtises. Et vous deviez en tenir compte. Moi, je tiens compte. Oui, mais il faut tenir compte de tout, mais il faut surtout s'attacher à la justice. La justice, ça veut dire la présomption d'innocence, ça veut dire ne pas traiter un présumé innocent comme s'il était déjà coupable et ne pas lui faire une punition préventive. Aujourd'hui, qu'il soit coupable ou non, Strauss-Kahn a déjà été puni. C'est ça qui est terriblement choquant. Coupable ou non, il a déjà été puni. Ça, c'est vrai, Bernard Lévy, mais j'aurais juste corrigé ce qu'a dit Emmanuel Todd. Évidemment, il ne pouvait pas lire le Time Magazine qui sort demain. C'est qu'en fait, les porcs, il y a effectivement Dominique Strauss-Kahn, mais il y a un nombre d'Américains incalculable. Ce sont principalement d'ailleurs des Américains, une grande majorité d'Américains qui figurent parmi les porcs. Non, mais je parlais de perception française du phénomène. Oui. Alors on va passer maintenant à votre livre. C'est pas mon livre, c'est le livre. Vos livres que vous venez le livre de mon maître. Présenter. Votre maître, c'était votre maître. Vous avez été très proche de lui. C'était l'homme que vous admiriez, donc communiste, un militant communiste, enragé, et philosophe, grand philosophe. Oui, enfin c'était mon maître et celui de quelques autres. Je crois que c'est un des philosophes avec Michel Foucault, Jacques Lacan, qui ont vraiment constitué ce fameux moment 68, cette pensée structuraliste qui a été si importante au siècle dernier. Je pense que de toute cette constellation-là, il était probablement l'étoile la plus brillante. On a découvert en 1980, ça a éclaté comme un coup de tonnerre, et d'ailleurs toujours la même histoire. Est-ce qu'on savait, est-ce qu'on ne savait pas, mais on l'avait toujours dit, etc., qu'il était fou allié, au sens propre, le jour où il a étranglé son épouse. Bien. Et ça, c'est resté comme une espèce d'énigme béante. Comment est-ce que l'un des plus grands philosophes du XXe siècle peut être aussi ce grand timonier de la nef des fous? On ne savait pas comment les deux se composaient ensemble. On a retrouvé, grâce à Olivier Corpet et grâce à l'IMEC, on a retrouvé ce document extraordinaire que sont les lettres que Louis Althusser a écrites à sa femme, celle qu'il assassine donc en 1980, pendant 40 ans. C'est ce paquet de lettres, ce paquet de mémoires sortis des caves de l'oubli, en effet, que j'ai préfacé et qu'Olivier Corpet publie aujourd'hui chez Les lettres d'amour qu'il écrivait à la femme qu'il a tuée, qu'il a fini par tuer. Fabrice. Oui, non, mais c'est très intéressant de voir le parcours d'Althusser. Votre préface est très importante. Très belle préface, hein, on va le dire, hein, parce que vraiment, très belle préface. Et il y a une phrase... Peut-être meilleure que certaines des lettres. Arrêtez. Toutes, hein, oui. Les lettres d'amour, il faut être un spécialiste. Il faut être un spécialiste pour les lettres d'amour. Non, j'ai lu votre préface, elle m'a beaucoup intéressé. Il y a une phrase que vous écrivez, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai notée. J'ai vécu ma jeunesse dans l'illusion d'être un soldat de la grande armée magnifique dont il était le général. Eh bien, le général prenait ses ordres chez son psychiatre. Oui. Et au fond, dans votre préface, il y a un exercice auquel vous vous livrez que j'ai trouvé d'une cruauté rare. C'est que vous démontez un à un les concepts althussériens
en montrant qu'ils viennent en fait de sa folie, de sa maladie. Et dans une certaine mesure, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'injuste là-dedans. Ouais. Parce que c'est comme si, vous savez, il y avait ce fameux prix Nobel de mathématiques, d'économie, qui s'appelait John Forbes Nash, qui était complètement schizophrène. Il a eu le prix Nobel, on ne va pas lui retirer, parce qu'il était schizophrène. Et pour Althusser, j'ai un peu l'impression que vous voudriez ça. Vous voudriez lui retirer ses concepts, vous voudriez lui retirer sa grandeur de philosophe, parce que c'était sa maladie. Et vous avez encore recommencé là-dessus tout à l'heure. Vous liez absolument sa pensée et ce qu'il est. Il y a peut-être quand même un... Sur le rapport entre la pensée d'un homme et ce qu'il est, il y a deux théories possibles. Pour schématiser, il y a la théorie Proust contre Sainte-Beuve, muraille étanche entre les deux. D'un côté la pensée, de l'autre la vie, aucun rapport. Et puis vous avez le point de vue, disons, nietzschéen, c'est-à-dire une philosophie, c'est une biographie mise en concept, qui pense au contraire qu'il y a des liens et des passerelles entre les deux ordres. Mais vous ne cassez pas Nietzsche, vous ne cassez pas Nietzsche. Attendez une seconde. Sur sa folie. Attendez. Entre ce qu'on est et ce qu'on pense, est-ce qu'il y a d'un côté, il n'y a pas de rapport contre Sainte-Beuve, de l'autre côté, il y a des passerelles, ce que pense par exemple un Nietzschéen et ce que moi je pense. Je crois en effet qu'il y a des rapports obscurs, très mystérieux, qui n'apparaissaient pas jusqu'à présent et qui apparaissent grâce à cette correspondance entre la pensée d'Althusser et ce qu'il vivait sur son lit de douleur quand il subissait ces électrochocs atroces, nu sur ça et sanglé dans son lit d'hôpital, électrochoqué jusqu'au délire. Il y a un lien entre les deux. Alors, ça invalide pas les concepts, je dis l'inverse. Je dis dans cette préface, je dis dans cette préface que je n'ai pas changé depuis l'époque, il y a 35 ans, où je disais cet homme à qui j'ai bien failli tout devoir. Oui, mais enfin, je n'ai pas changé. Vous en parliez avec plus d'admiration qu'aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Alors, attendez, j'étais un peu vache sur les lettres. J'étais un peu vache sur les lettres. Je le reconnais. Pour donner envie de lire ce livre, en dehors de la préface magnifique, est-ce que vous pourriez pas lire un extrait de... Oui, moi je trouve, contrairement à vous, je trouve que ces lettres sont absolument magnifiques. Non, il y en a des très belles. Il y en a des très belles lettres. Les lettres, donc, que ce grand philosophe, prétendu grand philosophe, écrivait à sa femme avant de l'assassiner. Mais vous assassinez là, dans tous les coins, là, pour le coup. Non. Je trouve très belles lettres, très beau chant, très belle histoire d'amour, très belle réhabilitation de cette femme. Qui se termine pas très bien, oui. Attendez, oui. Hélène Le Gossien, la victime, pour le coup, c'était le fantôme de cette affaire. On ne savait rien d'elle. Et brusquement, je trouve que ça n'est pas le moindre mérite de ce livre, c'est qu'elle prend un visage, un corps, une vie, une existence. C'est une formidable réhabilitation de cette femme. Alors lisez-nous un petit extrait, comme vous lisez tellement bien. Oui. C'est l'une des premières lettres que vous avez postitées. Chère Hélène, ta première lettre pleine de bons signes, que ton livre croisse sous ses étoiles favorables, tu as vite appris que la loi du Morvan est les détours lents et qu'il faut attendre que les gens reviennent pour les quitter. J'envie un peu le calme où tu dois être entre cette rue montante et la forêt du jardin dans le frais de la maison. Ne t'avais-je pas dit que le silence était d'un poids effrayant le premier jour? Si tu as un peu de liberté, tâche de faire parler ton ton, tu ne le regretteras pas, tu feras son bonheur. Il est vrai qu'il ne va pas rester longtemps. Nous partons ce soir, vendredi, pour Porquerolles avec Georgette, etc. Non, il est bien. Non, il est bien. Il est bien. C'est des vrais forcément des temps morts. Revenez faire des lectures chez nous de temps en temps, Bernard. Oui, c'est des temps morts de la vie. Oui. Moi, je suis bouleversé par ces lettres. Mais moi aussi, il y en a beaucoup qui m'ont bouleversé. C'est les temps morts de la vie, c'est des temps morts. Il y a qu'en mai 68 qu'on disait vivre sans temps mort et jouir sans enfant. Vous, par exemple? Oui, bien sûr. Vous en et si vous écrivez des lettres, vous verriez qu'il y a des temps morts. On va voir ça alors. Et c'est Franz qui fera la préface. Écoutez, c'est Franz qui a choisi la lettre. Je ferai aussi la préface de vos lettres d'amour, si elles sont de bonne qualité. Mais attendez que je disparaisse. Ouais. Bernard-Henri Lévy, quand je vous regarde à la télé, et ça fait plusieurs fois que vous venez dans l'émission, souvent il y a cette expression qui revient où vous dites « mon maître Louis Althusser ». Ah, merci. Et il est assez rare de voir un intellectuel français admettre qu'il a un maître, ou souvent il l'admet quand le maître est mort. Et ma question que je voulais vous poser, et la question que je voulais vous poser, c'était de savoir si aujourd'hui il y a des gens dont vous pensiez qu'ils pouvaient être vos maîtres intellectuels et qui étaient vivants, des gens qui vous dominent intellectuellement. Est-ce que vous avez des noms? Ah oui. Qui? Les noms qui me viennent à l'esprit, des gens dont je pense qu'ils me dominent intellectuellement. Jean-Claude Milner, par exemple, que je vous conseille d'inviter avant que votre émission ne s'arrête. C'est un peu tard. Jean-Claude Milner, oui.
encore quelques semaines, Donc par c'est exemple. un psychanalyste. Non, c'est pas un psychanalyste du tout, c'est un philosophe, un linguiste, oui. Invitez-le, vous Et allez... Jacques Alain Miller, Jacques Alain Miller, oui, grand penseur. supérieur à vous. Oui. On n'est pas dans l'île parade, mais voilà, je vous ai cité Jean-Claude Miller. Allez, continuez encore, allez. Béni Lévy, qui a disparu, il y a peu de temps. Mettez pas des morts, des Non, mais vivants. je le disais Ah, c'est quand trop il était facile. vivant. Non, mais c'est vrai, cette phrase de Daniel qui disait nous avions pris des maîtres et on avait pris soin de les choisir faibles. Mais c'est pas mon cas. Non, Jean-Claude mais Miller n'est faut pas pas faible. l'arrêter là. Il était sur une bonne pente. Il était en train de donner la liste de tous les gens qui lui étaient supérieurs. Continuez. Continuez. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Il y a des écrivains ou des philosophes, alors puisque c'est ça que vous parlez, que je respecte infiniment, que j'admire. Allons-y alors. Christian Jambet. Ah oui, encore. Est-ce que vous l'avez invité déjà? Non, oui, il y a longtemps. C'est oui, sûr? Oui, absolument, sûr. Bon, tant mieux. Sur cette émission? Non, pas celle-là. Ah, voilà. Mais il a qu'à écrire des livres plus souvent. Hein. Bon, moi, je vais vous faire votre programme. Vous invitez Jean-Claude Miller, vous invitez Jacques Alain Miller de toute urgence, en effet. Vous invitez Christian Jambet. Oui. Voilà déjà. Et vous pourriez devenir un jour un maître à penser? Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est aux gens qui peut-être Vous le aimeriez, disent. vous pensez qu'il y a une chance que vous puissiez le devenir? Qu'on dise Moi, c'est pas ça. Lévy, mon maître. C'est pas ça qui m'intéresse, bizarrement. Bizarrement. Vous ne cherchez pas un homme? Vous ne cherchez pas un disciple? D'abord, c'est jamais les maîtres qui cherchent leurs disciples, c'est les disciples qui cherchent les maîtres. Hein, c'est ce qu'avait dit Lacan aux étudiants révoltés de 1968, c'est un maître que vous voulez. D'accord? Bon. Vous n'avez jamais entendu un maître dire ce sont des disciples que je cherche. C'est dans le sens inverse que ça fonctionne. Merci Bernard Lévy. Hein, on vous rend... Hélas, je suis vraiment navré. On vous rend à votre vie parce que Bernard Lévy est très occupé entre New York, Benghazi, etc. Il se passe beaucoup de choses dans votre vie en ce moment. Mais des temps morts quand même, je rassure Marion Roulier. D'accord. On vous rend à votre vie et on conseille la lecture donc de Lettres à Hélène par Louis Althusser, préfacé par Bernard Lévy aux éditions Grasset. Merci Bernard. À bientôt. Je me tourne vers vous maintenant. Emmanuel Todd. J'ai beaucoup d'admiration depuis longtemps pour Emmanuel Todd parce que quand on lit un truc qu'il écrit, ça finit toujours par arriver. Bon, j'ai lu Alain n'y est pour rien. Donc c'est un livre sur les révolutions arabes. C'est un livre interview. C'est le texte d'une émission d'arrêt sur image avec Daniel Schneiderman. Dont Schneiderman a pensé que ça valait la peine de le mettre sous forme imprimé en rajoutant des choses. Ça vaut la peine. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de revenir sur l'affaire Strauss-Kahn. Oui. On va en profiter que Bernard Lévy est parti. De toute façon, j'étais tellement... Enfin, je vois, vous étiez en empathie aussi très rare. avec BHL, qui est lui-même en empathie avec Dominique Strauss-Kahn. Oui, et donc, je voulais simplement vous poser cette question, vous, en tant que démographe, sociologue, penseur, disons, de la société française. Il y a quelque chose qui nous a étonné dans cette affaire, c'est le sondage qui est tombé, là, hier. 57% des Français pensent que c'est un complot. Comment la France est arrivée à ce niveau de complotisme généralisé? 57%, c'est pas 30%, 20%, oui, 57%. Mais en fait, Une grande majorité de Français pensent qu'il y a un complot, on ne nous dit pas tout, c'est un coup monté, il y a quelqu'un derrière la CIA, je ne sais quoi. Il y a plusieurs choses. Le mot complot, là, c'est pas le complotisme, c'est pas comme les gens qui pensaient ou qui ont la certitude. Les vrais complotistes sont des gens qui pensent que la CIA a organisé... le 11 septembre. Ou qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas eu le 11 septembre. Ça, c'est le complotisme. Pas gentil pour les morts. Oui. Là, je pense que ce que vous appelez complotisme, c'est plutôt une sorte de scepticisme ou de refus de croire ce qu'on raconte. Donc, d'une part, dans le cas d'un pays comme la France, c'est vrai qu'il y a une sorte de méfiance vis-à-vis des classes supérieures, des élites. Mais dans ce cas, ça s'ajoute sans doute à une sorte de méfiance vis-à-vis de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, peut-être que les journalistes ne se rendent plus compte que le comportement ou le rapport de l'Amérique à la vérité est devenu très étrange. Hein, c'est-à-dire l'Amérique, c'est pas... Là, vous en parliez tout à l'heure comme le pays de la presse libre, d'une grande tradition journalistique. Attendez, oui, mais enfin, Obama, c'est pas mal non plus. Non, mais je veux dire, pour les gens, je veux dire, les derniers souvenirs de l'Amérique... Obama, c'est pas Bush, quand même. Non, mais là, on parle pas de... Je veux dire, c'est pas Obama qui a traîné des SK... devant les caméras. Enfin, c'est son pays. La justice, l'Amérique. Très franchement. L'Amérique, c'est Powell aux Nations Unies agitant un tube à essai pour prouver qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et lançant une guerre d'échelle planétaire
sur un petit pays à partir de données fausses. L'Amérique, c'est Guantanamo, où il y a des gens qui sont dans une zone de non-droit. Je veux dire que c'est, en fait, se méfier, se dire qu'il y a dans ce qui s'est passé quelque chose d'incompréhensible et de caché, que ce soit dans le comportement de l'oligarchie des classes supérieures ou dans le comportement de la justice américaine. C'est toujours le truc, on ne nous dit pas tout. Moi, je ne suis pas loin de cette attitude. Je ne suis pas loin de cette attitude. C'est-à-dire que ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je n'ai pas beaucoup suivi. Mais je vais avoir énormément de mal à accepter la version officielle finale. Je le sais d'avance. Parce que moi, je n'ai pas confiance dans la justice américaine. Non, moi, je pense que si les Français sont à 57%, à 60% penser que c'est un complot, c'est aussi parce que les Français n'ont plus confiance dans leurs propres institutions. Et qu'en vérité, ils ont le sentiment je l'ai rappelé au début aussi. Ils ont le sentiment qu'en France, une affaire qui touche les puissants ne finit jamais par sortir. Quand vous dénoncez la démocratie américaine, moi je n'ai pas de fascination pour les États-Unis, mais enfin ils ont quand même été capables d'élire un président de la République noire quand on a un Parlement à 577 personnes totalement homogène, où jamais un seul représentant de la diversité de la société française n'est élu ou candidat à une élection où il pourrait gagner. Et c'est quand même un pays dans lequel on a été capable de traîner devant la justice un président des États-Unis. Moi, je pense au contraire que... Deux fois, d'ailleurs, récemment. Oui, Nixon puis Clinton. Honnêtement, on est très loin de cet exercice démocratique en France. Donc, je trouve que le procès que vous faites des États-Unis est absolument... Pardonnez-moi de vous ramener au bistrot juste un instant, parce que c'est là que je dessine. Moi, il y a une horreur que j'ai entendue... C'est là que vous dessinez dans les bistrots? Non, c'est pas vrai. Dans des bistrots, bien sûr. Dans les bistrots? Oui. Bon, j'ai entendu une horreur depuis 3 jours et elle me dégoûte sur la perception qu'ont les Français de leur propre pays. J'ai entendu plein de gens me dire heureusement que c'est aux États-Unis parce qu'en France ça aurait été couvert. Mais en France on ne couvre pas les affaires de viol. Et il y a une confusion entre une séduction lourde que peuvent exercer les puissants et un viol qui est criminel chez nous aussi. Non, mais ce qu'on a vu en France, ce qu'on a vu en France, j'aimerais bien poser la question à Emmanuel Todt. Et encore une fois, je le reprends pas à mon compte, mais ce qu'on entend, c'est que les gens ont quand même le sentiment qu'il y a une oligarchie, qu'il y a des puissants qui serrent les coudes autour d'un des leurs parce qu'ils ne veulent pas croire que c'est possible. Je n'en sais rien d'ailleurs si c'est vrai ou pas. Et je veux dire, moi je crois que peut-être ce sondage d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça va durer tellement longtemps parce que il y a quand même... Je crois que les gens n'ont pas compris en fait quelle était la nature des puissants entre eux en régime oligarchique. La réalité, c'est qu'on est en train de passer de société démocratique à une situation effectivement oligarchique. Et donc les gens sont encore dans l'idée qu'une oligarchie, c'est un système dans lequel les puissants, les gens d'en haut, se serrent les coudes et sont tous solidaires. Mais l'histoire des oligarchies, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que les oligarchies sont des systèmes où la violence des rapports sociaux s'introduit à l'intérieur même de la classe supérieure. Et où de temps en temps, c'était ça Rome. C'est-à-dire de temps en temps, la classe supérieure jette un de ses membres en pâture à la justice. Il faut que vous alliez écrire dans les bistrots. Non, il faut. Je veux dire, on est en train d'entrer dans un nouveau système et une partie de l'égarement des gens, c'est qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris qu'en régime oligarchique, de temps en temps, on sacrifie un membre de l'oligarchie. Bon, alors, il y a des tas